Donc moi je crois que si on avait un souci de travailler pour le bonheur du Cameroun, pour faire du Cameroun un État fort fondé sur l'état de droit, sur les bases de la justice pour tous, on ne devrait pas vivre ce qu'on vit là, toutes ces dispositions. Peut-être le Conseil constitutionnel s'est prononcé de manière juste au regard des dispositions actuelles de la loi, mais interrogeons la pertinence de ces dispositions. Ces dispositions sont mises pourquoi? Elles sont mises pour favoriser l'instrumentalisation, l'exploitation politicienne de ces institutions par ceux qui sont au pouvoir. D'où pour nous, on n'est pas surpris. Dans quelques domaines que ce soit, les décisions qu'on prend, ça ne nous surprend pas, parce que ça n'ira jamais dans le sens de promouvoir le bien de tous les Camerounais. Et c'est pour ça que l'objectif majeur, l'objectif irréfutable, l'engagement citoyen de tous doit être simplement de mettre ce système de côté en utilisant les prochaines élections d'octobre à venir. Nous travaillons pour ça et nous pensons que le peuple prenant conscience doit être debout comme un seul homme pour qu'on dégage ces gens qui prennent le pays en otage pour leurs seuls intérêts. Premièrement, il s'en prend à nous parce que pour lui, on dégrade l'image d'une institution tellement importante dans le processus électoral au Cameroun. Je suis d'accord, mais qui dégrade l'image de l'institution? C'est vous. C'est vous parce que vous dites, est-ce que celui qui a lu le rapport est celle-là? Celui qui a lu le rapport a le profil du métier. C'est le professeur Adam Mkwaché, qui n'est pas n'importe qui dans le domaine du droit au Cameroun. Et donc, donnez le rapport à celle que vous avez envoyée là-bas. Qu'il lise et interprète la loi parce que elle est membre de l'institution. Donc quand vous envoyez les gens dans une institution, ça renvoie l'image du respect ou du non-respect que vous avez par rapport à cette institution. La deuxième chose, il y a aujourd'hui, et personne ne peut l'ignorer, un débat politique et juridique important, constitutionnel, sur l'interprétation des dispositions constitutionnelles et les dispositions de la loi électorale en matière d'investiture à la présidente de la République. Ce n'est pas moi qui vais t'apprendre ça. Alors qui, plus que le Conseil constitutionnel, peut trancher cela de manière anticipée? Puisque ça a des conséquences importantes sur l'élection à venir. C'est le Conseil constitutionnel qui devrait saisir l'opportunité de cette saisine d'Abdourahmane pour se prononcer, pour dire que non, on peut être investi sans être obligé d'avoir un parti politique qui a des élus, selon l'esprit de la Constitution, qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Article 3. Et maintenant, vous rentrez dans la loi électorale pour dire qu'il faut que le parti ait l'élu, ceci, cela. Donc, entre le code électoral, qui est une loi, et la Constitution, qui est la loi suprême, quel est l'instrument juridique qu'on doit utiliser ici? Il n'y a que le Conseil constitutionnel qui devrait se prononcer dans ça de manière anticipée. Vous partez dire non, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas a posteriori, a priori, dans la constitutionnalité de la loi. Le code électoral n'est pas en voie d'adoption. Et pour nous, à l'UDC, le Conseil devrait, nous avons d'ailleurs proposé une cour constitutionnelle en lieu et place du Conseil. Pour nous, à l'UDC, tel que nous envisageons le fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévu dans l'avant-projet de constitution que le président Damjoya a publié en 1994, c'est que le Conseil constitutionnel devrait, la Cour constitutionnelle est saisie au même moment lorsqu'on dépose un texte, un projet ou une proposition de loi au Parlement, on le dépose et la dépose également au Conseil constitutionnel qui lit pour voir si les dispositions qui sont en voie d'être adoptées au Parlement sont conformes ou non à la Constitution. C'est comme ça qu'on gère un pays pour éviter des conflits. Et je pense que... Pour sortir. Oui, ben pour sortir, je pense que nous devons faire preuve de sérieux en comprenant que ce pays qui nous appartient à nous tous est à un tournant déterminant et sensible de son histoire politique. Arrêtez les jeux, arrêtez des calculs politiciens et mettons le pays dans notre cœur pour savoir que ce qui risque de se passer doit être à l'avantage du pays, sinon vous aurez la responsabilité lourde dans votre conscience quand cela va arriver. Okay. Si le pays s'y arrivait à perdre sa cohésion sociale et sa paix qui nous est tout chère
tellement cher à nous tous. Il faut dire, il ne faut pas confondre les choses. La popularité ou bien la présence d'une foule immense à Bamenda pour accueillir le Premier ministre ne doit pas nous tromper au point de faire croire que la crise est résolue, le Nord-Ouest a retrouvé sa vitalité d'antan. Tout le monde rêve en ça. Vous savez que le Nord-Ouest aujourd'hui est piloté en zone rouge, zone verte, jaune, zone clignotant. On devrait nous faire comprendre quel est le degré de progression des zones rouges à zone clignotant et zone verte. Vous ne pouvez pas partir, comme mon frère le disait, de Bamenda pour Ndop, sans vous soumettre au moins à 10 contrôles des Ambaboy. 15. Vous ne pouvez pas partir de Ndop à Babissi sans être soumis à cela. Et vous ne pouvez pas partir de Babissi à Bangolan, qui est le village limitrophe avec Bangoran chez moi, sans vous soumettre à ces contrôles-là. C'est eux qui dictent leurs lois, dont le Nord-Ouest aujourd'hui est contrôlé au moins à 70% par les Ambaboy. C'est pas très fort ça. Non, c'est pas très fort, c'est la réalité. Non, il faut faire attention. Disons la vérité pour qu'on mesure le degré du problème et prendre les dispositions qu'il faut. On ne le dira jamais assez. On ne résout pas une crise politique par les armes. On résout une crise politique par les dialogues. Le Premier ministre n'est pas allé dialoguer avec ces gens. Il est allé pour évaluer le projet et le gouverneur a pris au préalable, au moins pendant une semaine, le temps de préparer le terrain, mettre les militaires partout, un peu comme quand Paul Biyadoua partit d'étudier pour Simalem. On met les gardes présidentiels partout sur les toits, même des arbres, tous les arbres qui se retrouvent en haut, il y a les militaires en haut. Et donc c'est un peu ça. On ne peut donc pas nous tromper nous-mêmes. Faire croire que tout est pour le mieux dans les meilleurs du monde possible, alors que le problème reste intact. Merci. On a une élection, l'élection présidentielle dont la circonscription électorale est l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'on ira là-bas faire campagne? Est-ce qu'un candidat sera capable d'aller à Jakiri battre campagne? Est-ce que le Premier ministre là pourra aller à Jakiri battre campagne, comme il est allé à Bamenda? Allez. Simon Mokete, dernier mot. No, just to say this visit is a major step towards resolving this crisis. I think it's very important to get the Prime Minister back in the Northwest and the Southwest region to try to talk to the people, because the people need to know that the government is with them. They need to know that the authorities they are still interested in their everyday life. So I think that's the message you should get from this. That's the most important thing. I think having such an important personality in the government, the head of the government, to go over there, and he's a traditional ruler, to go and meet the people, talk to them, to try to follow how far we have gone with the reconstruction process, it's a very vital thing. But it's not enough, definitely. But we have to have he should have a total control over the resolving of this crisis. For now, it's not the case. I hope that this is a step towards that, because his personality is ideal to manage this crisis. I hope that definitely we're moving towards a real resolution of this crisis with the Prime Minister piloting everything. Des forces de l'opposition pour l'objectif commun de la victoire qui doit nous conduire à cette alternance politique tant souhaitée par les Camerounais. Lorsque vous interprétez le comportement politique et singulièrement électoraliste de l'UDC depuis 1992 jusqu'à date, vous allez voir que l'UDC est donc le seul parti qui ne parle pas des alliances seulement de manière théorique. Nous le pratiquons. C'est pas moi qui vais vous apprendre que par des alliances faites avec l'UDC, nous avons pu faire le MP, le président du MP de l'époque, M. Jean-Jacques Kindi, à l'Assemblée en 2007. Grâce aux alliances de l'UDC, il y a eu des conseillers municipaux dans beaucoup de communes, dans le littoral et ailleurs. Aujourd'hui, par les jeux de l'alliance que nous avons fait dans le cadre de l'élection de 2009, il y a des conseillers municipaux qui aujourd'hui siègent même, qui sont des grands conseillers dans le Vouri au nom de l'UDC, même si le président national ne les voit pas, ils ne viennent pas rendre compte. Ils sont des conseillers de l'UDC, ils sont deux là-bas. Donc c'est grâce à ces jeux d'alliance que nous pratiquons.
Et donc, nous sommes ouverts, fondamentalement ouverts, à faire coopérer les forces et expériences de l'opposition. Cette photo qui est affichée là est prise hier nuit. Nous avons travaillé jusqu'à tard dans la nuit. Beaucoup pensent qu'on était chez le ministre Chiroma, mais nous sommes dans un lieu neutre, c'est dans un hôtel de la place où cette séance a eu lieu. Et on a travaillé très fortement pour jeter... Vous avez une autorisation pour tenir... Pour jeter les bases. Vous savez... Parce qu'il faut... Vous savez que... C'est une réunion publique. Non, vous devez normalement avoir... Alors, je veux me rassurer que vous êtes républicain, vous avez respecté... Est-ce que le monsieur Ngongo qui fait les consultations, qui tient les réunions politiques au palais présidentiel, on va en parler là, a eu l'autorisation? Parlez maintenant de la vôtre d'abord. Non, je voulais... Pourquoi vous nous demandez l'autorisation? Eux qui sont là, qui devraient montrer l'exemple. Parce que quand vous êtes père de famille, vous voulez que les enfants soient disciplinés, vous devez être le modèle de la discipline. Parce qu'on dit généralement que l'exemple vient d'en haut. Non, nous sommes en contexte extrêmement préélectoraliste et des réunions politiques qui n'ont pas besoin de tout. On peut trouver, comme ils sont rusés, on peut également chercher cette ruse-là pour pouvoir avancer. Donc c'est une concertation de haut niveau très fondamentale qui a pu avoir lieu et qui a jeté la base d'une collaboration qui doit conduire à l'objectif d'avoir un candidat consensuel, du moins pour les partis qui vont partager cette approche-là, un candidat consensuel à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et alors, nous travaillons pour construire cela et je crois que lorsque ces leaders vont rendre public la base qu'ils ont jetée, parce qu'il y a une déclaration importante qui est en préparation, qui est préparée et qui va être rendue publique, lorsque sera rendue publique, les autres forces vives qui n'ont pas pu, peut-être pour les raisons de timing, être là, vont comprendre que c'est une dynamique qui est mise sur pied et une dynamique qui peut pouvoir mériter de la confiance des Camerounais qui rêvent d'avoir une alternance en octobre prochain. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une opposition perte de vitesse ou alors à géométrie variable? Quand c'est X, on cherche l'alliance, quand c'est Y, on n'y va pas. Autrement dit, peut-on dire une opposition qui évolue à rang dispersé? Il faut situer l'opposition camerounaise à deux niveaux. Il y a une opposition qui est une opposition coquille vide. Une opposition coquille vide. Oui, c'est un peu les satellites du parti-État. Le parti au pouvoir. Parce que le parti-État crée beaucoup de petits satellites pour venir perturber le peuple. Maintenant, il y a une opposition dite sérieuse. Dans cette opposition dite sérieuse, vous avez des individus qui sont convaincus qui sont descendus du ciel. Les messies. Comme dans la Bible, il y a des peuples qui disent qu'ils ont été choisis ou élus. Donc eux, c'est le Messie. Si ce n'est pas eux, ça ne passe pas. Le Cameroun d'aujourd'hui est un Cameroun... cette opposition se trouve dans la deuxième catégorie. Oui, elle mais... devrait être sérieuse. En réalité, même, sérieux, oui. Quand on peut être sérieux, mais on est bouffi d'orgueil et de vanité. Le véritable problème du Cameroun, au niveau du leadership politique, c'est cette espèce d'orgueil qui régit toutes ces personnalités. Le président de l'association qui gère le Cameroun a bien compris cela. Et il est un maître des échecs. Il manipule ces gens. Comme quand vous rentrez dans votre poulailler, vous savez que ce coq, il peut grimper, c'est 6 poules, la poule s'y dérange, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Ça peut être des partis dont les militants sont sérieux dans leur esprit. Mais moi, je doute beaucoup des leaders de certains partis. Aujourd'hui, vous avez une certaine opposition qui dit se réunir autour de 2 ou 3 démissionnaires qui sont des démissionnaires par embuscade. Ces gens n'ont pas démissionné ou ces gens n'ont pas posé leur candidature de par le fait d'une conscience collective, patriotique. Mais la base les a contraints. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une lame de fond qui est en train d'être mise en place. Les Camerounais sont fatigués de continuer de souffrir, alors qu'à travers les médias sociaux ou à travers les informations, le Cameroun serait l'un des pays au sous-sol les plus scandaleux du monde. On ne peut pas comprendre que certaines familles ou certaines personnes détiennent tous
les licences d'exploitation de forêts, de sous-sol, ainsi de suite, alors que la majeure partie des Camerounais souffrent dans leur chair. Ces opposants dits Petit Jésus aujourd'hui ou Mohamed, moi je n'ai pas trop confiance en ces personnes. Parce que ces personnes ont été quand même dans le système pendant un certain nombre d'années et elles se réveillent brusquement et bien nous disent qu'elles sont là pour s'occuper de nos problèmes. Ma grand-mère ou mon grand-père pour qui je suis là aujourd'hui, il faudrait qu'on lui explique comment quelqu'un qui pendant des années a profité du système, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, je peux tolérer un nombre de 2-3 ans. Mais une personne qui fait 20 à 25 ans dans un système et qui vient dire, j'appelle tous les autres qui viennent se réunir autour de moi. Je fais très attention à ce type de personnes ou de personnalités. Est-ce qu'on ne peut pas vous répondre que vaut mieux tard que jamais? Vous pouvez me dire cela, mais on ne peut pas. Ça signifie, M. Bouba, que là maintenant, Aimé Sadou, je rentre dans le système qui prend le pouvoir, ou celui qui est en place, ou le prochain système qui prend le pouvoir, je fais exactement comme ceci, et puis dans 20 ans, je dis, mais mieux vaut tard que jamais. C'est trop facile de le dire. C'est trop facile de le dire. J'ai écouté Maître Dieudonné, il a dit une chose qui a retenu mon attention. Il est temps que ces leaders, Mamadou et Bineta, aillent se reposer, qui ne pensent pas que le Cameroun ne peut tourner qu'autour d'eux. La classe politique camerounaise est vieillissante. Le professeur Manassé va permettre que je parle un peu de lui. Je veux dire, c'est un monsieur qui occupe certainement une fonction aujourd'hui. Il aspire à mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a rotation. Il est fonctionnaire, je crois. Vous partez d'une base ici et vous avez tendance à monter. Mais tant que vous restez chef de bureau, alors que vous avez mieux à donner, les chefs de service sont les mêmes, les directeurs sont les mêmes, les vice-ministres sont les mêmes, les ministres sont les mêmes, vous avez un certain nombre de frustrations. Et dans la fonction publique, beaucoup de fonctionnaires sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de plan de carrière réel. Vous avez ces gens qui arrivent aujourd'hui et disent « Oh, il faut que l'opposition se réunisse autour de X, Y, Z ». Et vous allez voir que c'est justement cette situation qui va conduire à ce que le parti en question reprenne encore, parce que vous n'allez presque jamais vous retrouver avec une entente formelle. Chacun des présidents, je regarde les présidents des partis concernés là, qu'on suppose être les partis sérieux, parce qu'ils ont quand même, pour certains, ils ont des élus à l'Assemblée nationale ou dans les conseils municipaux et compagnie. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un parti sérieux. Le parti en lui-même, je dis encore, peut avoir des militants sérieux, qui sont engagés. Et c'est eux qui font la force de ces leaders. Mais sauf que beaucoup de leaders supposés ne sont pas très sérieux. Ils profitent de la naïveté des Camerounais qui ne comprennent pas parfois le concept de politique, de vision et de politique politicienne. Et au Cameroun, on pratique beaucoup la politique politicienne à la place de la politique de vision. Donc du coup, les alliances qui sont en train d'être forgées, on observe un peu de loin et on se dit, est-ce que les orgueils cette fois vont être dépassés? Si vraiment 2025 est l'année de tous les changements, l'année vraiment de la grande mutation du Cameroun, est-ce que les orgueils personnels vont être mis de côté? On attend les semaines ou les jours à venir pour peut-être, même par téléphone ou par SMS, vous renvoyer notre avis sur comment la situation est en train d'évoluer. Simon Moukete, il y a cette problématique-là, justement, des orgueils personnels au sein de l'opposition. Il y a certains leaders d'opposition qui pensent dur comme fer. Après eux, c'est le désert. Après eux, il n'y a plus rien d'autre. Et qui ne peuvent pas faire comme un peu partout ailleurs, passer la main au moment T. Est-ce que vous avez le sentiment que l'opposition camerounaise reste dans cette logique et pourra encore passer à côté de l'histoire? Vous savez, cet exercice de transmettre est difficile, même dans les démocraties dites anciennes. Hein, les gens ont du mal à passer la main, c'est normal. Quand vous construisez un parti, quand vous baptisez un parti, vous avez du mal à laisser partir, à céder la place aux autres. Parce que ce n'est pas seulement ici au Cameroun. Mais une chose est sûre, le plus important, c'est la vie qu'il y a à l'intérieur de ce mouvement politique, des associations politiques-là. Est-ce qu'il y a la vie à l'intérieur? Est-ce que les gens arrivent à bouger complètement? Est-ce que les gens sont bien attachés à la vision? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir une coalition pour aller aux élections. Parce que vous pouvez être 30 partis, mais votre valeur ne vaut pas grand-chose. Donc il faut faire attention. Et aujourd'hui, il ne faut pas coaliser pour coaliser. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que les ministres qui ont des missions
réfléchir et fonctionner autrement. Il ne faut pas coller des procès d'intention alors que nous n'en sommes pas encore là. Même ceux qui ont déclaré les candidatures, nous voyons très souvent, à quelques jours de l'élection, à 2 semaines d'élection, les gens qui décident de se retirer pour soutenir notre candidat. Donc il y a tellement de stratégies qui est en train de se mettre, qui est en train d'être mise en place aujourd'hui par ce que je constate au niveau de l'opposition. Parce que le jeu est énorme. Vous voyez bien qu'au niveau du RDPC, ils n'ont pas encore, même si on dit que le candidat naturel c'est le président de la République, ils n'ont pas encore déclaré, le président de la République n'a pas dit je vais être candidat. Peut-être qu'au niveau du RDPC, il y aura un autre candidat. Peut-être que c'est un autre candidat. Il y a de fortes chances. Il y a 50% de chances que ce soit un autre candidat que le président de la République. Et dans ce cas-là, l'opposition doit faire attention au niveau de ses cartes. Quand elles se mobilisent, elles doivent tenir compte qui va vraiment porter, qui va être ce porte-flambeau de l'opposition. Il faut que cette personne, est-ce que cette personne est moralement stable? Est-ce que cette personne a l'aura nécessaire? Que cette personne reçoit l'onction? Est-ce que les gens peuvent s'adhérer facilement à cette personnalité-là? Il faudra tenir compte de tout ça. Mais tout ce travail que les opposants font aujourd'hui est nécessaire pour pouvoir construire et que chacun essaie de cacher son jeu. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas afficher clairement sa position parce que nous n'en sommes même pas encore là. C'est-à-dire que nous ne sommes même pas encore au niveau de l'échauffement. Donc ceux qui vont afficher clairement les jeux, ça va être un peu compliqué pour eux. Donc on voit quand même qu'il y en a qui posent des cartes. Il y en a qui essaient de voir, est-ce que je vais avec tel? C'est normal que chacun aujourd'hui essaie d'aller vers le président Bouba, le président Bello Bouba Magari, et d'autres vont chez le président Issa Chiroma. Mais quand on regarde très bien, ils ne sont pas partis du gouvernement de la même manière. La façon dont le président Issa Chiroma a quitté le gouvernement, ce n'est pas du tout de la même façon dont M. Bello Bouba a quitté le gouvernement. Donc, ce n'est pas pareil. M. Issa Chiroma a donné sa démission et il est parti. M. Bello nous dit, je vais donner ma démission. J'ai démissionné, certes, mais je vais donner ma démission à qui de droit? Vous voyez bien qu'ils ne sont pas partis de la même manière. Il y a un qui a claqué la porte, il a pris ses affaires, il est rentré chez lui au village. Et il a mené des actions qui nous annonçaient déjà cela. Parce que vous vous rendez compte, quand il y a eu 2 ministres qui sont partis à Maroua et qu'il y a eu ces incidents-là, quelques jours après, il a organisé un meeting à Maroua et à Garoua. Donc, et ça confirme ses propos quand il dit que les gens m'éloignent du président. Pourtant, c'est avec lui que j'ai le deal. Donc, il faut observer et écouter. Moi, j'ai écouté attentivement le dernier entretien qu'il a fait, où il donnait vraiment ses aspirations et qui mettait en place sa vision, ce qu'il pensait pour le Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je vous assure, cette élection ne sera pas comme les autres. Il y aura des défections encore à l'intérieur du RDPC, il y aura des défections au sein des partis d'opposition qui vont retrouver le RDPC. Donc nous n'en sommes pas encore terminés, nous ne sommes même pas encore au niveau de l'échauffement. Une chose est sûre, la pression est forte au niveau de la population parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple met tellement de pression sur tous les politiciens et est prêt à contrôler cette élection. C'est pour ça que ceux qui ont la charge de prendre certaines décisions concernant le processus doivent en tenir compte. Les choses ne seront plus du tout comme avant. Alors, professeur Aboya, avant de vous poser la question sur l'opposition, peut-être comme vous êtes là, vous pouvez nous dire 1 ou 2 mots. Tout à l'heure, Simon Moukete disait qu'on n'est même pas sûr à 50% que le président de la République sera candidat. Selon vos textes, on lit aisément que le candidat naturel, c'est le président du parti. Comment expliquer la candidature d'un de vos conseillers municipaux, M. Taylor, qui, lui, a déclaré cette semaine qu'il est candidat pour le compte du RDPC? Est-ce que statutairement, on peut se retrouver avec 2 candidatures du RDPC à la prochaine élection présidentielle? Mais je crois que vous avez répondu à la question. Vous avez parlé dans le premier volet, article 27, alinéa 2 des statuts du parti. Le président national est le candidat statutaire du RDPC. Donc,
le président national du RDPC est candidat. Le secrétaire à la communication a rendu public un communiqué avant-hier, dans la nuit d'avant-hier. C'est clairement indiqué, le président de la République est candidat. Il a fait une déclaration qui est partagée dans les réseaux sociaux, à la télévision nationale, PRC-TV et tout. Le président, il n'y a pas de doute. Donc, que M. Moukete ne parle pas à la place du RDPC. Le RDPC n'a pas de problème de candidature et la candidature du RDPC n'est pas en débat. Elle est acquise, actée, statutaire, naturelle. Donc, même Dieu là-bas sait que le président de la République est candidat. Donc, il n'y a même pas de débat. Il ne faut même pas qu'on débatte sur ça. Il est candidat. Et si c'est à prononcer, les voix, si c'est à prononcer au moins sur cette question. Là, nous sommes un peu. Enfin, vous permettez que je vous relance sur cette question. Justement, on reste là pour dire que cette semaine, par exemple, on a suivi Abdourahmane Amadou qui a déclaré sa candidature. Bien avant, on a Issa Tirouma Bakari qui déclare sa candidature. Bello Bouba, lui également, qui déclare sa candidature. Même à l'UDC, on a eu une déclaration de candidature, tout comme au SDF. Bon, au RDPC, c'est vrai que statutairement, c'est le RDPC qui dit quels sont les textes qui déclarent qui est candidat. Mais dans les faits, de manière pratique, est-ce que le président lui-même s'est prononcé sur cette question? On se rappelle une question d'un de nos confrères qui avait posé la question au président de la République. Il avait répondu en son temps, le moment venu, je vous dirai si je vais aller me reposer au village. Jusqu'à présent, le président ne nous a pas dit s'il va se reposer au village ou s'il sera candidat. Tu peux répondre maintenant? C'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Je pense que le président de la République l'a dit à maintes reprises, il n'aime pas la théâtralité, il n'aime pas l'agitation. Le timing pour l'annonce de la candidature est connu. La semaine prochaine, quand vous lisez, vous décryptez le calendrier électoral, entre le 13 et le 14 juillet, le corps électoral devait être convoqué par le président national. Mais c'est à ce moment-là que le jeu est ouvert, où les candidatures sérieuses vont commencer à être enregistrées. Pourquoi voulez-vous qu'il court annoncer sa candidature? Parce qu'il a entendu qu'il y a un regroupement de l'opposition, parce qu'il a entendu que des ministres seraient partis. Il n'est pas pressé. Donc, avec la convocation du corps électoral, vous serez édifié. Pourquoi voulez-vous qu'il annonce sa candidature avant la On vous a compris. On attend l'annonce avant le 13 et le 12. On a retenu cela. Avant la convocation du corps on vous a compris. Donc, je pense que chaque chose a son temps. Évitons d'aller trop vite en besogne. Le jeu respecte un canevas codifié qui va être décrypté par les politiciens qui sont prêts pour embrasser la prochaine élection présidentielle. Pour le reste, vous avez évoqué un nom là. Nous ne sommes pas conseillers. Vous ne le connaissez pas? Dans la priorité. C'est quand même conseiller, dans les priorités.